Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour le 10h midi. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Madame Valérie. Madame Valérie, ça me rajeunit tout ça. Oh, Mademoiselle Valérie, vous voulez? Notre invité aujourd'hui, c'est Darius Rochebin. Bonjour, merci d'être avec nous. Le seul journaliste qui a un compte en Suisse. Voilà, absolument. Darius Rochebin, les Suisses ont perdu leur Darius. Alors entendez, Darius Rochebin, présentateur du JT de la radio-télé suisse normande pendant de très nombreuses années, 21 ans, c'est ça? Vous avez eu un lapsus, hein, vous avez dit Suisse normande, mais vous n'êtes pas la première, il y en a beaucoup qui disent ça. C'est marrant ça. Parce qu'il y a une Suisse normande. Oui, c'est vrai. Voilà, oui, je me suis même pas rendu compte, voilà. C'est fou. Mais Suisse normande, ça me va bien aussi, il y a quelque chose. Voilà, vous avez interviewé Poutine, Greta Thunberg, le Dalai Lama, enfin, je crois tout ce qu'un journaliste peut rêver d'interviewer. Céline Dion. Il vous en manque ou pas? On vous pose sûrement ça à chaque fois la question. Il manque toujours, vous savez, c'est l'interview du lendemain que vous attendez le plus, quoi. Barack Obama, vous l'avez fait? Hélas non, voilà. Donald Trump non, évidemment, enfin voilà, oui. Et puis c'est pas forcément les célébrités les plus célèbres qui sont les plus passionnantes. Non, absolument. Vous êtes arrivé à la rentrée sur LCI pour mener une grande interview de 20h à 21h, une interview sur la longueur, une interview différente, décalée, et on va y revenir avec vous. Pourquoi avoir accepté de venir en France et puis ce que vous pouvez apporter de différent par rapport justement aux journalistes français avec ce regard un petit peu décalé que vous avez. La question du jour, Gilles. La question du jour, elle est liée à notre invité, Darius Rochebin. Eh bien, évidemment, on se pose la question, quels médias préférez-vous pour vous informer? Alors, on vous propose la télé, la radio, la presse écrite ou les réseaux sociaux. Une petite idée, Darius? Qu'est-ce qui arrive en premier? Je vais vous répondre à ce que moi je préfère ou ce que les gens préfèrent. Les gens préfèrent. Ce que les gens préfèrent, eh bien, en réalité, je crois que c'est comme moi, c'est tous. Non. Alors, on n'avait pas mis tous, mais c'est les réseaux sociaux à 70%. Ça vote beaucoup, hein, Valérie. Et la radio à 15%, la presse écrite est juste au même niveau que la télévision avec 7%. Vous pouvez aller sur le site Twitter de Sud Radio pour voter. Gilles, pardon. Nous donner votre les réseaux sociaux qui prennent la télévision, des informations de la télé, de la radio, etc. Donc c'est ce grand brassage. Moi, je crois que c'est tous en réalité. Et vous, parce que moi, c'est vrai que je me suis connecté et je me suis dit, je peux pas répondre à cette question parce que c'est tous, mais peut-être parce que nous, on est drogués aussi. Moi, je crois que le public souvent est encore plus drogué que nous. Moi, je croise très souvent des gens qui sont mieux informés que nous, journalistes. Le public est très bien informé. Vous pensez pas que les réseaux sociaux sur les Gilets jaunes ou d'autres histoires informent plus que les journalistes, même si c'est pas une information officielle entre guillemets, mais que par exemple sur le Covid, on trouve plus d'informations qu'on trouve à la télévision? Je crois pas. Je crois que journaliste ou pas journaliste, on est tous pareils. C'est-à-dire qu'on a besoin de grands médias traditionnels, très classiques, très confirmés. Et en même temps, on aime bien cette grande discussion des réseaux avec son côté provoquant. Alors, tous les jours, Gilles passe en revue ce qui s'est passé à la télévision de la veille. Et c'est le zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Hier, Marika Brett, la DRH de Charlie Hebdo, qui, vous savez, a été exfiltrée chez elle en urgence, était encore plus combative sur CNews, et ce depuis un lieu secret où elle était cachée par la police. Elle est intervenue sur l'antenne pour parler de l'islamophobie. Quand on veut parler de racisme, on nomme nommément les choses. Et oui, en France, il y a du racisme anti-musulman, mais on parle de racisme anti-musulman. L'islamophobie, c'est une arnaque. Ce mot est une arnaque pour empêcher la critique de l'islam. Une exfiltration en urgence, suite évidemment à des menaces la concernant. Une opération qui a choqué et ému le député français François Chouard de la REM, de la République En Marche, et qui a fait lever hier l'Assemblée nationale. Se retrouver expulsé de son dernier espace de quiétude, en plein procès des attentats de 2015. C'est lourd à porter, c'est très violent, mais c'est surtout un signal qui devrait nous alerter sur le désastre en cours. Cette femme, c'est Marika Brett. Elle est directrice des ressources humaines de Charlie Hebdo. Ce journal et ses personnels qui sont de nouveau la cible d'attaques ignobles, d'antisémites, d'islamistes, qui défigurent la religion de millions de musulmans pacifiques. Vous avez vu peut-être, Darius Rochebin, une réaction, vous avez vu cette séquence? Bien sûr, bien sûr, et hier on avait plusieurs invités qui réagissaient à ce thème-là. Évidemment, c'est très choquant. D'ailleurs, aujourd'hui, ce matin, plus de 90 médias signent une grande tribune pour défendre la liberté de la presse. Et à l'échelle de notre génération, c'est quand même saisissant, parce que je me fais la réflexion, après la chute du mur de Berlin, ce type de tribune, on aurait dit, bon, c'est tarte à la crème, on enfonce des portes ouvertes. Et aujourd'hui, ça devient un grand combat. Oui, absolument.
Face aux journalistes, face à vous, les politiques sont désormais entraînés. Vous savez, ils ont des techniques de communication quotidien. On a débusqué une d'elles, celle de Xavier Bertrand. Alors Xavier Bertrand, sa technique, il répond à une question par une autre question. Petit Florilège. Est-ce que c'est sérieux de dire ça ce matin? Écoutez, ça se tente ou pas? L'extrême, c'est quoi déjà? Extrême droite, extrême gauche. Non, il propose quoi? C'est à vous de le dire. Les gens demandent quoi aujourd'hui, Elisabeth Martichoux? Elle propose des solutions, mais avec 6,5 millions, vous faites quoi? Vous savez comment? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Qui? Quand? Comment? Oui ou non? Pourquoi casser ce qui nous relie? Qu'est-ce qui a été fait derrière? Vous savez pourquoi? Comment vous payez la cantine des enfants? Et à qui? Et vous savez combien? Ça vous est arrivé déjà? C'est le vieux truc des jésuites, vous répondez à une question par une question, voilà. Tout à l'heure, là, sur une radio concurrente, j'entendais François Ruffin, lui, son truc, c'est il dit en tout cas, et puis pendant qu'il dit en tout cas, il réfléchit, et puis après on peut ajouter le nom du journalisme. En tout cas, Gilles Gansman, comme ça on a 4 secondes pour se dire qu'est-ce que je veux dire. Et vous les repérez, ces tics-là, pendant les interviews Oui, ça va de soi. Il y a toujours un petit côté rapport de force dans une interview qui est parfois un peu taquin et joueur, parfois un peu plus dur. Ouais. Une séquence choc et choquante, Valérie. Hier, dans Touche pas à mon poste chez Cyril Hanouna, vous savez, il y a eu ces photos du corps de Loana couvert de bleu. Eh bien, il recevait son ex-compagnon Fred Covin, qui est pourtant soupçonné d'avoir été celui qui a donné les coups. Il nie évidemment avoir fait ça. Mais alors, hier, je ne sais pas si vous avez vu cette séquence, moi qui m'a personnellement choqué, totalement décomplexé. Il a avoué en direct avoir déjà frappé Loana. Il lui a donné comme ça des baffes. Mais il faut le comprendre, Valérie, il était fatigué. Vous racontez avoir déjà levé la main sur elle? Effectivement, au mois de février. Mi-février, oui. Ça, on peut pas l'accepter, ça, Fred. Non, mais c'est vrai, je suis entièrement d'accord, mais c'était une accumulation de fatigue, en fait, auquel elle prenait énormément de produits illicites. Pardon, excusez-moi, mais... Heureusement que je suis pas souvent crevé, putain. Fatigué, mais même éreinté. Éreinté, on tape pas sur le... Non, mais bien sûr, ça, je reconnais, et je m'en veux vraiment beaucoup. Pardon, C'est fou, quand même, de diffuser ça. Oui, Darius Rochebin, ce type de témoignage, ça... c'est évidemment pas la télé qu'on fait, nous, couramment, quoi. Non. Allez, pour finir, une dernière séquence. Alors, c'était vraiment, alors pour le coup, hier, c'était vraiment le café du commerce chez Pascal Praud. Ça débattait sur les prisons. Alors, vous savez, comme au café, tout le monde était d'accord et chacun rajoutait sa strate. Mais pardon, qu'est-ce qui toutes les vidéos publiées, c'est incroyable. Toutes les vidéos publiées par les prisonniers eux-mêmes, qui ont fait la une de l'actualité à une certaine époque. C'est toujours en place. Voilà, c'est toujours en place. Donc, l'interdiction systématique de fumer. Il y a la drogue qui circule, évidemment. Non, mais oui. Je vais vous prendre un café, s'il vous plaît. Oui. Mais bien sûr. Voilà. Monsieur Garot, je ne sais pas s'il a raison. C'est voilà. C'était Pascal Praud. Voilà. Darius Rochebin, donc. Vous êtes tous les soirs à 20h sur LCI. Alors, tous les jours, je regarde un petit peu ce que les gens recherchent sur mon invité et que recherchent les gens sur Twitter vous concernant. Vous le saurez dans un instant, juste après la petite pause. L'invité du jour, c'est Darius Rochebin. Alors, son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, encore que vous avez quand même été annoncé, Darius Rochebin, avec moult papiers dans la presse, puisque vous êtes un transfert. Vous venez de Suisse, vous avez présenté donc ce journal de la radio-télé suisse romande pendant de nombreuses années. Donc, j'ai cherché Darius Rochebin. D'abord, j'ai tapé Darius. Donc, on arrive sur Darius Ier. C'est bien. Oui. C'est un bon début. C'est un bon début. Et Darius Sessoms. Alors, je ne sais pas si vous savez qui c'est. Non. Alors, c'est un assassin d'enfants aux États-Unis. Voilà. Donc, quand on tape Darius, il y a un chanteur aussi, je crois. Il y a un chanteur aux États-Unis. Voilà. Et ensuite, quand on tape Darius Rochebin, on tombe sur mariage. Il faut savoir si vous êtes marié. Oui. Gosse, oui. C'est gentil. Merci. Oui, je suis marié. Deneuve, donc c'est l'interview que vous avez faite de Catherine Deneuve. Voilà, exactement. Et qui a été reprise, ressortie il y a quelques temps. Exactement. Et que j'invite. On parlait hors antenne de qui on rêve d'inviter. Ben voilà, Catherine Deneuve, par exemple. Est-ce que vous avez balancé sur elle? Je ne suis pas sûr qu'elle revient. Bien sûr qu'elle est. Après, il y a salaire. Après, il y a taille. Après, il y a vie privée, audience et Raoult. Et hier, effectivement, on avait un auditeur qui n'était pas content de l'interview que vous avez faite du professeur Raoult. Qu'est-ce qui fait qu'on accepte de venir en France quand on est dans un fauteuil de présentateur du JT installé comme ça? Il faut toujours changer. Vous savez, Catherine Deneuve, justement, elle disait qu'il faut retrouver l'audace du débutant. Moi, j'ai 53 ans.
Et à 53 ans, on n'est vraiment plus un débutant. Donc il faut parfois retrouver un petit peu de nouveauté, de fraîcheur et se concentrer sur l'interview. Et c'est difficile. 30 minutes, 40 minutes d'interview chaque soir, et ça m'a beaucoup plu. Ouais. Et le fait de passer de star à journaliste appartenant à une grille, parce que vous aviez un traitement différent en Suisse quand même. On n'est jamais star dans notre métier, on est toute petite starlette. Oui, mais vous le savez quand même. Non, mais plus exposé. On va dire peut-être. Disons, on est dans une situation beaucoup plus concurrentielle où ça brasse beaucoup plus pour le meilleur et pour le pire. Mais j'aime bien ça. Quand on aime le journalisme, on aime la liberté. Et la liberté, c'est aussi la liberté, d'être challengé, d'avoir un invité peut-être plus offensif. Et vous parliez de Raoult, par exemple, c'est passionnant d'interviewer Raoult. Pour le meilleur et pour le pire. D'ailleurs, j'ai eu des très bons échos, des échos très forts. Et quand on parlait tout à l'heure de l'ambiguïté des gens qui vont sur les réseaux, qui en même temps aiment les grands médias, je pense qu'il y a de ça. C'est-à-dire, on peut s'énerver dans une interview de Raoult et la suivre en même temps parce qu'on est quand même intéressé de la dialectique qui se produit. Ça a été un record d'audience pour vous, cette interview. Oui, sauf erreur, c'était la meilleure audience. C'était la meilleure audience. Et il y a effectivement aujourd'hui une manière peut-être un petit peu différente de faire du journalisme. Est-ce que c'est ce qu'on est venu chercher avec vous? C'est-à-dire des interviews, je vous disais pendant la pub que je voyais les journalistes, quand je dis les vieux journalistes, les anciens, qui se félicitent de vos vous interviews. Pas très gentil, Valérie, les vieux. Non, mais quand je dis ça, c'est une manière de faire des interviews qui aujourd'hui est assez rare à la télévision. Je le prends bien, c'est vrai. Et même si on ne peut pas faire aujourd'hui les interviews qu'on faisait naguère, je ne sais pas si vous avez réécouté sur lina.fr, les interviews de Chancel, par exemple, elles sont très belles, mais c'est vrai qu'on ne peut pas refaire ça maintenant. Le ton a quand même changé. On est forcément un peu plus incisif. Mais c'est vrai, il y a des grandes références, une Anne Sinclair, un pivot, qui reste encore très vivace aujourd'hui. Est-ce que vous n'êtes pas désuet par rapport aux méthodes des autres chaînes? Il faut rafraîchir le genre, mais c'est les classiques, vous savez, Homer est toujours jeune. On dit que le journal de ce matin est déjà vieux, Homer est toujours jeune. Vous regardez les Simpsons? Voilà, exactement. Je sais, Homer et l'Odyssée. Je peux faire un peu d'humour, madame. Voilà. Oui. Mais c'est vrai, encore une fois, quand je faisais référence effectivement à des gens comme Anne Sinclair, comme Robert Namias, parce qu'ils vous rendent hommage en disant ce sont des interviews de fond, de qualité. Qu'est-ce que le Suisse que vous êtes peut amener? Est-ce que ça joue le fait d'être Suisse quand on interviewe, quand on vient en France faire des interviews? Je pense qu'un regard légèrement décalé aide. Alors le fait d'être Suisse, certainement, parce qu'on a en Suisse une tradition qui est très différente, très décentralisée en termes économiques, par exemple. Le compromis compte beaucoup plus, donc tout à coup vous avez un regard un peu différent. Mais toutes les différences servent. Vous pouvez être breton, vous pouvez être là, je ne fais pas de la Suisse la grande affaire. Non, mais vous êtes persan. Un peu persan, votre père. Alors c'est le persan de Montesquieu qui vient de l'extérieur, qui observe, qui connaît quand même un petit peu parce qu'il faut connaître un peu. Et puis il y a de ça effectivement. D'ailleurs déjà en Suisse, j'étais légèrement décalé puisque je suis d'origine iranienne et même si ça comptait relativement, être un peu d'ailleurs, c'est toujours bien. De Suisse normande comme vous dites, le petit côté martien. Voilà, tout redécouvrir à neuf sans préjugés, c'est toujours bien. Mais vous étiez quand on est journaliste, effectivement, on s'intéresse à tout, mais vous avez été obligé de vous remettre à niveau, enfin l'expression n'est peut-être pas très bien choisie, par rapport à la France, c'est-à-dire sur, je pense à une interview sur les 35 heures avec Geoffroy Roux Bézieux. Je ne fais pas le malin, j'ai mon chef d'édition à côté, à ma droite toujours, Nicolas Conter, souvent je lui demande mon Dieu, parce que vous savez, déjà quand on vieillit, on oublie comment ça marche les degrés à l'école, vous savez, CM1, etc. Déjà quand on est dans le même pays, alors quand on change de pays, moi je m'y retrouve plus souvent, donc je vérifie juste avant l'antenne pour ne pas dire de bêtises. Oui, puis vous ne dites pas les 70 et les 90. Alors bien sûr, 70, 90. Mais oui, j'ai vu ça. Et les Suisses étaient très tristes de vous perdre. Oh, c'est une tristesse relative, vous savez, c'est comme quand on dit star, ça veut rien dire en réalité. Il y a un rapport, évidemment, quand vous présentez le journal pendant plus de 20 ans, vous êtes là, il y a un lien affectif qui se crée, puis en même temps, tout ça est très relatif. Et quel regard vous portez sur les chaînes d'infos, justement, parce que vous n'étiez pas sur une chaîne d'infos, vous arrivez sur une chaîne d'infos qui ont bouleversé le traitement de l'information, avec parfois des biais qui peuvent être discutables. Heureux, parce que j'aime bien la diversité, et je trouve que, par exemple, moi je fais une émission où on ne s'empoigne pas. Il n'y a pas du tout ce côté débat où tout le monde gueule en même temps. Et en même temps, moi j'ai du plaisir à écouter parfois une émission où on s'écharpe. De la même façon, pardon, les références un peu anciennes, mais quand j'écoutais Polak et que j'avais, je sais pas, 15 ans, j'adorais ça. J'adore toujours aujourd'hui des émissions aussi où ça crie un peu, c'est pas forcément mauvais.
Alors, vous savez que Valérie, dans ma carrière, j'ai eu la chance de travailler pour la télévision suisse, j'ai eu la chance de rencontrer Darius Rogemin, et souvent, on ne sait jamais ce qu'on nous dit derrière le dos. Vous savez, dans les entreprises, on sait rarement. Savez-vous ce qui se disait sur vous à la télévision suisse romande? Dieu sait. Sur quoi on se moquait de vous? Vous savez pas? Que je mets toujours une écharpe? Non, on se moquait de vous sur votre fond d'écran d'ordinateur. Qu'est-ce que c'était? C'était un cardinal. Ah bah c'est toujours. C'est Richelieu. C'est le triptyque de Richelieu par Philippe de Champagne, voilà. Et donc, pour eux, ça a été très parlant de Richelieu, parce que Richelieu, c'est pas forcément un gentil. Mais il ne faut pas être trop gentil, d'abord pour être journaliste. Et puis, de façon générale, il ne faut pas être trop gentil. On parlait tout à l'heure de la lutte pour la démocratie. Parfois, elle doit être très offensive. Alors, Richelieu, démocrate, c'est peut-être un peu loin, mais dans les références plus proches, un Churchill qui défendait la démocratie, y compris par les moyens armés, c'est très actuel. Et donc, vous avez toujours Richelieu en fond d'écran? J'ai toujours un peu par paresse, à vrai dire, parce que je l'ai traîné au fur et à mesure des mises à jour. Mais oui, Richelieu. Vous étiez moqué pour ça à la RTS. Parfois, je suis un peu vieillot, oui. Et sur justement ces émissions face à vous, Pascal Praud, qui fait des audiences spectaculaires. Je ne dois pas voir Richelieu en fond d'écran. Pascal est quelqu'un d'extrêmement cultivé. C'est un journaliste très cultivé. Il a un petit côté Richelieu avec les vestes. Voilà, un petit côté. Vous regardez ce qu'il fait? Vous vous interrogez ou pas? Parce qu'il fait 4 fois, 3-4 fois l'audience. Je débarque, mais bien sûr, je regarde ce qu'il fait. Tout à fait, je l'ai croisé d'ailleurs par hasard, tout près de TF1. Oui, parce que vous êtes à côté. Oui. Absolument, juste à côté. Mais vous verriez animer une émission comme celle-là? Non, mais attendez, là, je débute dans quelque chose de tout à fait neuf. C'est pas une question que je me poserais, mais encore une fois, vraiment, j'ai aucun. Je déteste cet esprit vétilleux où on va regarder l'autre, puis c'est pas bien. Je suis très actif sur Twitter, j'essaye, et j'ai toujours été étonné de ces gens qui perdent du temps à critiquer. Alors, si c'est des vrais sujets de combat, oui, mais aller pinailler sur l'autre, crier. Non, pas du tout. Moi, j'aime bien souvent, par exemple, consommer des médias très différents de ce que je suis, et c'est cette diversité qui enrichit. Ça vous a vexé quand Philippe Thuillier a d'un revers de main poussé l'idée que vous pourriez présenter le Trésor en disant non, c'est inenvisageable. C'est inenvisageable. Pas du tout, parce que c'était absurde. J'ai jamais été, personne m'en a jamais parlé. C'est très flatteur. Hein. Je veux bien être président de la République en France, si vous voulez. Je pourrais me naturaliser d'ailleurs. Je crois que techniquement, je pourrais maintenant être candidat. Voilà, je me présenter. Mais c'est là, je dis ça pour blaguer, mais effectivement, c'était une blague. Quoi. J'ai jamais été candidat. C'est pas un objet. Enfin, un je veux bien être candidat à tous les postes du monde. Ça peut être un objectif alors. Mais oui, la direction de votre chaîne, je veux bien prendre. C'est vrai. Vous m'invitez, je reste si vous voulez. C'est vrai. Vous êtes ouvert à toute proposition. Non, je débute vraiment. Vous savez, là, il y a beaucoup à faire et je suis ravi de le faire. Mais est-ce qu'il est envisagé d'autres choses sur LCI ou sur TF1, d'autres émissions Vraiment, aujourd'hui, je fais ce que je fais. Ensuite, pendant la présidentielle, j'espère qu'il y aura toutes sortes de formats. D'abord dans le cadre de mon émission. Et puis là, on va rentrer en année présidentielle, d'élection, donc il y aura forcément toutes sortes de formats. Parfois, on le fait déjà avec Didier Raoult, par exemple, on a fait 1h15 au lieu de 40 minutes, donc la variété jouera toujours. Mais s'il y a une spéciale élection américaine, ce qu'il y aura sûrement sur LCI avec des duplex, ce sera plutôt Pujadas ou plutôt vous pour présenter la soirée? C'est vraiment pas une question. La question se posera. Non, vous savez, je suis très très content de ce que je fais. Et puis, c'est vrai qu'une chaîne comme LCI, une chaîne qui brasse beaucoup, on fait toutes sortes de formats, ça évolue en permanence, donc qui est assez souple sur le type d'émission proposée. Et je dois dire, puisque vous mentionnez son nom, que premièrement, je l'admire beaucoup, Pujadas, et c'est un peu grâce à lui que je suis venu, parce que c'était son invitation sur LCI, dans la grande confrontation, qui avait créé un premier lien. Et Thierry Thuillier, c'est lui qui vous a appelé, qui vous a contacté. Thierry Thuillier, Fabien Amias qui m'ont appelé, on a déjeuné, comme on dit, j'ai été très bien accueilli. Et comment vous réagissez face à la défiance, face aux médias? Est-ce que c'est la même chose en Suisse? Hier, on avait François Jost, donc sociologue des médias, qui exprimait dans un livre cette haine face aux journalistes. Et d'ailleurs, il y avait un auditeur qui a appelé en disant qu'il était mécontent de votre interview de Didier Raoult. Aujourd'hui, on sent qu'il y a effectivement une haine et une défiance vis-à-vis des... On a des commentaires qui disent les merdias, etc. Oui, les journaleux, les journalopes. Voilà, les journalopes, j'ai jamais... Voilà, bien sûr, moi je reçois souvent, notamment après l'interview de Raoult, j'ai reçu
des lettres d'insultes très sale journalope, sale con, etc. Et je les lis toujours parce que c'est toujours intéressant, parce que même dans les critiques les plus vulgaires ou les plus parfois ordurières, il y a parfois une remarque qui peut être intéressante. J'ai pas le temps de répondre à tout, pardon, mais souvent je réponds, et parfois il y a un dialogue qui se noue, et je crois d'ailleurs que de façon générale, l'attitude est ambiguë. Je crois pas qu'on aime ou on déteste. Je plaisantais tout à l'heure avec les présidents de la République. Quand on élit un président de la République, est-ce qu'on l'aime à 100% ou on le déteste à 100%? Non. Il y a toujours cette espèce d'ambiguïté qui fait que vous avez confiance, mais pas tout à fait. Moi, je me rappelle la génération, une partie de ma famille française qui était plutôt de droite, mais qui avait voté Mitterrand. Pour des raisons très confuses. Elle sentait qu'il y avait quelque chose de droite chez lui, ce qui est vrai, même très à droite, et en même temps d'un peu bourgeois, et en même temps d'un peu menteur, oui, mais... Quelle culture, voilà, toute cette complexité-là, elle existe dans la vie en général, et elle existe vis-à-vis des médias. Vous pouvez regarder un média en vous énervant, en le critiquant, et en même temps en vous disant j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'être informé. Mais la haine, on est parlé, ce que disait... Quand on franchit le seuil de la haine violente, ça c'est autre chose. On en arrive aujourd'hui à la haine, c'est la thèse de François Josse, c'est l'analyse qu'il en a faite. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie, nous on l'entend avec nos auditeurs, défiance, l'impression qu'il y a, je le vois sur Facebook, du tous pourri, du corrompu, des choses comme ça. Il y a un scénario catastrophe, pas plomber l'audience à laquelle heure était, mais il y a un scénario catastrophe, on fait souvent la comparaison avec les années 30. Le panache, moi, ne me dérange pas. L'excès verbal, parfois, pourquoi pas. La presse des années 30 était souvent, entre guillemets, plus amusante à lire que celle d'aujourd'hui, parce qu'il y avait des grands éditorialistes, beaucoup de panache, beaucoup d'excès. Il ne faut pas avoir peur de ça. Quand ça bascule vraiment dans l'incitation à la haine, et c'est là ce qui s'est passé dans les années 30, quand on franchit cette barrière-là, évidemment, là, ça devient très dangereux, et parfois on y est en 2020. Corinne nous dit une défiance, mais c'est vous qui la créez, vous faites les étonner, vous n'avez plus votre neutralité. Alors ça, c'est un grand, pour un Suisse, c'est un grand truc, la neutralité. Et c'est vrai que ce qu'on vous reprochait hier dans l'interview de Raoult, c'est d'avoir posé des questions peut-être un peu dérangeantes. Et aujourd'hui, on a le sentiment qu'il faut, on n'accepte pas ce qui n'est pas dans ce qu'on a envie d'entendre. C'est vrai, il y a une partie de l'opinion qui a envie vraiment d'être simplement brossée dans le sens de sa propre opinion, et pas de pratiquer un vrai journalisme à l'ancienne. Quand je parlais de scénario catastrophe, c'est ça. Le journalisme qu'on a connu de l'après-guerre, où on présente toujours le pour et le contre, où on pèse les arguments, une partie de l'opinion, hélas, n'y croit plus. Mais c'est à nous de la convaincre. Quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous vouliez faire ? Bon, comme tous les petits garçons, ça passait de pompier à pape, président à cardinal, vous savez, les films de KPDP. Mais journaliste, c'est venu comment ? Journaliste, c'est venu, je le dis avec beaucoup d'autocritique, quand même signé de son nom. Je travaillais à un journal qui s'appelle le Journal de Genève. La première fois qu'il y a votre nom, ça compte aussi. Et puis, c'est quand même toujours un petit acte créatif, même si vous n'êtes pas écrivain, cinéaste. Il y a quand même une petite création. Même un petit reportage de 2 minutes, c'est un acte de création. C'est toujours beau. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez les Français ? Qu'est-ce que je n'aime pas chez les Français ? C'est la même chose que j'aime, c'est le goût du verbe. Et c'est d'ailleurs assez spécifiquement français. Je crois que dans le monde, il y a peu de peuples qui accordent au verbe une telle importance. Et ça va de Richelieu à Emmanuel Macron. Cette idée que le verbe se fait événement. Et ça, évidemment, c'est parfois excessif et parfois un peu ridicule et parfois on s'écoute parler. Mais c'est beau. Et souvent c'est vrai, et l'histoire de France l'a montré. Merci beaucoup Darius Rochebin d'avoir été avec nous ce matin. Donc on vous retrouve sur LCI du lundi au jeudi, et le vendredi vous repartez en Suisse ? Le plus souvent possible, ça devient plus difficile avec le Covid. Merci. Du lundi au jeudi, 20h sur LCI, la grande interview, le 20h de Darius Rochebin. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, on va parler de la 5G. Est-ce qu'il faut en avoir peur ? À tout de suite. Oui. Vous êtes vraiment un vieux couple. J'aime beaucoup vous regarder comme ça. Twitter. 6% la télévision, 14% la radio, 8% la presse écrite, les réseaux sociaux, 72%. Vous préférez donc, pour vous informer, les réseaux sociaux à 72%. Mais Darius Rochebin a raison, les réseaux sociaux reprennent la presse écrite, reprennent des extraits de télévision. Donc les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pas une bonne question, Gilles. Voilà. Merci à vous. On se retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite.